Allez, un petit cours d'économie. On parle du travail du dimanche. D'histoire. Moi, je ne viens que pour faire de l'histoire. Oui, le travail de dimanche. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cette question, c'est parce que vous avez dû voir, il y a à peu près 15 jours, il y a eu une tribune publiée dans le journal du dimanche, hein, ça tombait bien, d'une vingtaine de députés de députés En Marche, qui disaient vouloir aller plus loin dans l'ouverture des commerces le dimanche, c'est-à-dire en fait dans le travail le dimanche, hein, parce que appelons un chat un chat. Ce qui a soulevé d'ailleurs une vague de protestations de la part des syndicats et des partis de gauche, comme on peut le voir sur ces unes-là. Alors, les arguments habituels en faveur de l'ouverture du dimanche, donc du travail du dimanche, étaient mobilisés par les députés En Marche dans leur tribune. Premier argument, ça va faire du chiffre d'affaires, hein, bon, donc ça devrait être bon pour le PIB. Ça crée de l'emploi, ça c'est aussi leur deuxième argument. Et puis les consommateurs, ils ont envie de consommer, donc c'est leur droit de consommer. Et puis les salariés finalement, ils seraient libres de bosser ou pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aimeraient bien. Et puis ça augmenterait leur pouvoir d'achat, donc tout serait parfait. Voilà, on voit les différents arguments identifiés dans ces captures d'écran. Ces arguments, d'ailleurs, ils ont été mobilisés en 2015, quand la loi Macron a commencé à très sérieusement déréguler et permettre l'ouverture des magasins de dimanche. On le voit par exemple dans ce reportage de France TV Info, où on les retrouve tous les uns à la suite des autres. Dès janvier, sur les grands boulevards parisiens, les galeries Lafayette ouvriront leurs portes 7 jours sur 7, comme le permet la loi Macron. Mais pour réussir ce défi, l'enseigne doit embaucher 500 contrats à durée indéterminée qui ont vu affluer plusieurs milliers de candidatures. Ce jour-là, ils sont une dizaine à espérer décrocher le sésame. 500 embauches, des vendeurs, des managers, mais aussi des pompiers ou des infirmières. Avec l'ouverture le dimanche, le magasin compte faire grimper son chiffre d'affaires plus 5 à plus 10% attendu. C'est vrai que c'est plus arrangeant de pouvoir travailler un week-end que de devoir cumuler et faire des doubles journées en travaillant soit le soir, soit le matin. Donc c'est vrai que je préfère sacrifier mes week-ends et mieux équilibrer mon planning. Voilà, hein, on a tout, l'emploi, le chiffre d'affaires, l'étudiante contente. Alors souvent aussi ce qu'on dit, c'est que vous vous rendez compte, à Londres, c'est ouvert tout le dimanche, alors ça c'est une bonne capitale, etc., etc. Bon. Les arguments contre sont très rarement présentés, pourtant ils existent. Tu les présenterais sûrement mieux que moi, mais je vais le faire. Bon, déjà, le chiffre d'affaires, son augmentation est largement remise en cause par ceux qui travaillent dessus. En fait, la consommation se répartit sur les 7 jours, hein, et il n'y a pas forcément... les gens consomment pas plus, ils étalent leur consommation. Que par ailleurs, ça coûte cher, un magasin, d'ouvrir le dimanche. Donc, au bout du compte, quand on équilibre, c'est pas forcément très bon. Les salariés sont beaucoup moins libres qu'on veut bien le dire. Hein. Ils sont en fait contraints par la faiblesse des salaires, hein, ou de toute façon, comme on le voyait dans le reportage, sauf que c'était présenté comme positif, c'est des précaires, c'est des étudiants, hein, qui sont embauchés. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces ouvertures le dimanche profitent aux très grandes boîtes. Hein. Ça a pour effet de détruire les petits commerces autour. Donc en fait, ça dynamise pas du tout les centres-villes. Ça fait disparaître et de l'emploi et forcément aussi du chiffre d'affaires pour les petits puisqu'ils ferment. Moi, je vois dans mon quartier, il y avait qu'un marché. Il y a en gros l'année dernière, Franprix a ouvert le matin, puis il a ouvert de plus en plus. Après, Franprix a ouvert le soir. Là, je rentre de vacances et Carrefour City est ouvert aussi tout le dimanche. Donc on voit bien que ça grossit. Et mon petit marché, les gens, est-ce qu'ils vont continuer à y aller? Ça, j'en sais rien. Donc ça, d'ailleurs, par exemple, Martine Aubry le disait bien, hein, alors qu'elle avait ouvert les magasins aux Champs-Élysées, elle était anti l'ouverture le dimanche. On le voit dans ce reportage à France TV Info. Je sais bien aussi ce que ça veut dire en déstructuration de la famille. Et puis, on ne peut pas consommer le dimanche ce qu'on n'a pas en semaine. Si les grandes surfaces ouvrent le dimanche, nous allons avoir, et toutes les études le montrent, des milliers d'emplois et des services de proximité dont on a besoin pour vitaliser nos quartiers qui vont disparaître. Alors, sans compter que c'est évidemment très mauvais pour la vie de famille. Hein, un thème que mobilisent beaucoup les syndicats parce que c'est évidemment porteur avec des images de familles justement cassées parce que, souvent la femme, hein, parce que c'est évidemment très genré, le travail le dimanche, va travailler le dimanche. Et même Valérie Trierweiler s'y était mise contre la loi Macron. On le voit dans cet extrait. Sur Twitter, l'ex-compagne du chef de l'État, Valérie Trierweiler, a écrit: Ma mère travaillait le dimanche, elle n'avait pas le choix. Que ces dimanches étaient tristes, nous attendions son retour pour vivre.
Voilà, donc il y a eu en 2015 et encore ça peut recommencer un large mouvement contre ces ouvertures et ce travail le dimanche qui repose qui plus est sur un culte de la consommation qu'on peut remettre en cause. Alors donc c'est pas neuf, hein, là je vous parle de 2015, mais en fait la question du travail du dimanche elle a été posée dès Sarkozy. Hein. Sarkozy avait fait de l'ouverture le dimanche une de ses promesses de campagne et pour la défendre, il revenait en permanence sur les plateaux avec un sketch qu'il maîtrisait parfaitement jusqu'au mot près et qu'on a pu entendre une vingtaine de fois, le fameux sketch sur les 2 trottoirs des Champs-Élysées. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdire tout le monde de travailler le dimanche? Mais moi, je ne veux pas obliger les gens de travailler le dimanche. Bon, je suis à l'Élysée, vous savez, en bas des Champs-Élysées. Non, mais la législation, ils ont trouvé un truc extraordinaire. Vous sortez de mon bureau, vous voyez? Vous attaquez les Champs-Élysées par la montée. Vous regardez bien l'Arc de Triomphe. Ben, tenez-vous bien, vous inventez un truc extraordinaire. À droite, zone commerciale, trottoir de droit. Ils ont le droit d'être ouverts le dimanche. À gauche, zone non commerciale, fermée le dimanche. Incroyable, hein? On l'avait oublié, hein. Bon, anecdote par ailleurs fausse des 2 trottoirs, comme ça avait été montré sur Arrêt sur Image à l'époque. Alors cette question de l'ouverture des grands magasins, des grandes officines le dimanche, elle date en fait de la fin des années 70. L'enjeu à l'époque, c'était l'ouverture des magasins d'ameublement qui commençaient à faire leur première grande surface d'ameublement, Castorama, etc. Et la fronde à l'époque n'était pas venue vraiment des employés, mais beaucoup plus des petits commerçants, fabricants de meubles, qui ont très vite compris que ça détruisait le tissu économique et que c'était plutôt contre eux. Alors, à ce moment-là, le gouvernement était prêt à déréglementer, à permettre le travail le dimanche, et cette question s'est invitée jusqu'au JT de Léon Zitrone. Donc, on va se remettre un tout petit peu de Léon Zitrone parce que vous allez voir, c'est assez drôle. Il semble qu'il y ait un consensus pour ébranler un peu plus encore la notion si longtemps sacro-sainte du repos hebdomadaire le dimanche. Large accord, disais-je, sauf de la part de certains petits commerçants, des syndicats et parfois des employés de ces grandes surfaces. Privés du chiffre d'affaires du dimanche, nous sommes obligés de fermer notre société. Nous vendons à marge basse, nous vendons des biens d'équipement en grande série, et par conséquent, si on nous ferme le dimanche, nous fermons la société. Quant aux acheteurs du dimanche, c'est un oui franc et massif. On a quand même un peu plus le temps qu'un jour de semaine, on sort du travail, on n'a pas le temps de choisir. Or là, le dimanche, on vient, d'abord c'est agréable, c'est pas loin de chez nous, et puis, je vous dis, on a le temps. Toute la semaine, on est au travail, les enfants, tout ça. Bon, le dimanche, on vient en promenade et on décide de nos achats tranquillement. Voilà, donc on retrouve les arguments, chiffre d'affaires. Bon, il y avait emploi, j'ai pas sélectionné dans les extraits. Et puis la joie d'acheter. C'est vrai que c'est un tel bonheur de faire le dimanche chez Ikea. Bon, alors, cette histoire du dimanche, elle est en fait pas propre à la fin du XXe siècle. Elle a toujours été posée. Voilà, on va arriver dans l'histoire, dans ce que j'aime. Elle a toujours été l'objet de lutte, même si les termes étaient différents qu'actuellement. Et que surtout parce qu'il y avait un acteur qui depuis a disparu, qu'il soit silencieux ou inaudible, il était présent à l'époque, c'est l'Église. Parce qu'évidemment, l'enjeu avant du repos le dimanche, il était religieux. Le dimanche, il est sanctifié par la religion chrétienne puis catholique depuis le Moyen-Âge. C'est le jour de la messe, c'est le jour du repos. Le problème, c'est que cette sanctification ne faisait l'affaire ni des patrons ni du peuple. Alors les patrons, on comprend, ils veulent que les gens bossent tout le temps. Donc même le dimanche, par exemple, au XIXe siècle, dans les grands magasins, c'est souvent une sorte de magasin, on permettait aux vendeuses d'aller à la messe le matin, parce que c'est important que les femmes aillent à la messe, mais elles retournaient bosser le dimanche après-midi. Donc les magasins étaient fermés que le dimanche matin, mais ouverts le dimanche après-midi, et les vendeuses obligées de revenir bosser. Donc ça, c'est la logique patronale. Alors, pour les travailleurs, classe populaire, ouvrière et paysanne, alors eux, ils trouvaient ça bien de chômer, mais en fait, ils voulaient pas le faire à la façon de l'Église. Donc, souvent, ils allaient pas à la messe et passer un après-midi dans des pieuses, un pieux repos. Ils allaient danser, boire aux barrières, etc. Voilà, c'était pas du tout le programme prévu par l'Église. Et puis, en fait, ce qu'ils préféraient, souvent, c'est ça qui se faisait jusqu'au XIXe siècle, c'est la Saint-Lundi.
Ça, on a un peu oublié, mais c'était très important dans le monde ouvrier et dans le monde artisan. En gros, qu'est-ce que faisaient les ouvriers? Alors, ils bossaient le dimanche matin, parce que comme ça, ils n'allaient pas à la messe. Et après, ils arrêtaient, le dimanche après-midi tranquille, le dimanche soir, la fête. Et puis le lundi, on se remettait de la fête, on en profitait pour aller à la réunion syndicale, parce qu'en général, elle était le lundi, et on réembauchait le mardi matin. Cette Saint-Lundi, c'était pour les ouvriers un moyen de faire suer et l'église et le patron, pratique, et de fait, les deux étaient furax contre cette Saint-Lundi. Il y a un imaginaire très très négatif donné par le patronat, par ceux qui font le Saint-Lundi. On disait que c'était des alcooliques, on disait que c'était des émeutiers. De fait, les réunions politiques, c'est le lundi. C'est resté dans certains trucs. Souvent, les réunions politiques, c'est le lundi. Et alors, il y a des... non, mais c'est vrai. Et il y a des patrons, ils étaient prêts à tout pour avoir des gens qui viennent bosser le lundi. Par exemple, les filateurs de Maine-et-Loire, les salaires étaient 10 fois plus élevés le lundi que les autres jours. Les filateurs de Laon, ils offraient le lundi un verre d'eau de vie à leurs employés pour être sûrs qu'ils viennent. Comme quoi, le problème, c'était pas tellement l'alcoolisme, au bout du compte. Et d'autres, la journée était plus courte pour un même salaire le lundi. Donc, il y avait vraiment ce problème du lundi, c'était un vrai problème pour le patronat. Et l'Église était furax. Bon, alors l'État, qu'est-ce qu'il faisait face à ça? L'État, ça dépend en fait de sa position par rapport à l'Église. Ce qui fait que les moments où il y avait alliance du trône et de l'autel, la loi sanctifiait, reconnaissait le repos du dimanche, donc sous la Restauration, loi de 1814, et sous le Second Empire, où là, le dimanche était censé être respecté. Dans la pratique, pas trop, mais au moins c'était la loi. Et puis, quand il y avait des régimes plus anticléricaux, pas de dimanche. Alors c'est le cas par exemple sous la Révolution française, où en plus on atomise le calendrier. C'est plus la semaine, c'est 10 jours, et puis à la fin, il y a le décadie, et le repos, c'est le décadie. Pas de bol, ça fait 9 jours où on bosse avant de s'arrêter. Ce qui fait que par ailleurs, en plus, les ouvriers, ils ont fait la Saint-Primadi, parce qu'ils y tenaient à leur logique du Saint-Lundi. Et puis surtout, quand la Troisième République s'installe, elle est anticléricale et assez peu soucieuse de progrès social, elle prend la loi de 1880 qui supprime le repos dominical, contre l'Église, très clairement. S'ensuit 3 décennies de lutte de l'Église d'un côté. L'Église veut resanctifier le dimanche. On a par exemple une image d'un catéchisme qui oppose c'est au bas, clair, sombre, etc. L'impie usine qui fait travailler le dimanche, et puis les gentils paysans qui abandonnent les instruments oratoires dans les champs pour aller à l'Église. Bon, ça, il y a beaucoup de choses. Mais surtout, ceux qui ont le plus lutté, c'est les travailleurs, parce que c'est eux qui se faisaient avoir. Il n'y avait plus de repos dominical. Il y a une vraie lutte avec, d'ailleurs, parfois recours à la violence. 19 février 1905, 2000 employés à Toulouse se promènent dans les rues de Toulouse et cassent les vitrines. Voilà, donc une pensée pour la famille des vitrines. Évidemment, c'est pas un tag de l'époque. C'est parce que pour vous montrer que des casseurs, il y en a toujours eu, même chez les employés. Donc une attaque contre ceux qui ouvraient le dimanche. Puis ça a été repris même par les syndicats ouvriers. Il y a des affiches très nombreuses de la CGT pour le repos hebdomadaire. Ils avaient en plus le soutien des médecins, parce que les travaux, la fatigue devient un problème médical à ce moment-là, on s'en rend compte. Il y a des médecins qui sortent des traités qui montrent que s'il n'y a pas de repos dominical, l'espérance de vie des ouvriers baisse de 14%, c'est quand même pas rien. Et alors le mieux, c'est le Conseil supérieur du travail en 1901 qui rend un rapport dans lequel il montre que si on donnait le repos dominical aux ouvriers, la natalité augmenterait. Je vous laisse comprendre pourquoi. Voilà. Bon, au final, l'État finit par céder. En 1900, les socialistes déposent une loi pour le repos hebdomadaire. Elle passe à la Chambre des députés en 1902, mais le Sénat bloque. Il cède en 1906 dans un contexte qui était favorable. Grande grève suite à la catastrophe de Courrières. Et pour essayer de faire lâcher du lest, ils acceptent le dimanche, en permettant pas mal de dérogations, mais de fait, on rentrait dans ce qui a tenu jusque dans les années 90, à savoir qu'il fallait obtenir des dérogations assez compliquées à obtenir pour ouvrir le dimanche. Et alors je vais terminer sur une ouverture un peu. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a énormément d'attaques contre la réduction du temps de travail, contre la limitation du temps de travail, alors que l'évolution a pourtant été à la limitation du temps de travail. Au 19e siècle, quand on regarde le début du 19e siècle, les travailleurs bossaient jusqu'à 15 à 18 heures par jour, presque tous les jours de la semaine. Il n'y avait pas de jours fériés, il n'y avait pas de vacances, et ils bossaient jusqu'à leur mort parce qu'il n'y avait pas de retraite. Bon, l'évolution a fait que, dans un contexte évidemment de lutte et de mouvements sociaux, les travailleurs et les travailleuses ont
sont arrachés, ce que la Fargue appelle le droit à la paresse, mais donc en fait le droit au repos et le droit au loisir. Plusieurs lois sur les retraites qui ont été progressivement améliorées. Les 8 heures, la grande revendication du mouvement ouvrier en France jusqu'en 1919, parce que les 8 heures sont enfin données en 1919. Les 40 heures en 36. En 36 aussi les congés payés. Bon, le dimanche, on l'a vu. Et finalement, une des dernières grandes lois sociales, c'est les 35 heures. Donc c'est la limitation du temps de travail. Et à chaque fois, le patronat a hurlé, oh là là, ils vont perdre du chiffre d'affaires, les usines sont fermées à cause des vacances, enfin c'est la catastrophe, voilà, les 40 heures vont écraser le travailleur, bon, classique. Sur le dimanche, j'ai trouvé une image très humoristique où en fait, ce qui avait l'air de préoccuper les gens, c'est la fermeture des Vespasiennes. Donc sur cette caricature, ils ont tous très très envie de pisser parce que les Vespasiennes sont fermées parce que c'est le dimanche. Mais ces derniers temps, on voit une remise en cause permanente de ces acquis sociaux. C'est vrai sur le travail journalier, c'est vrai sur le travail hebdomadaire, annuel, et même à l'échelle de la vie. La semaine dernière, par exemple, il y a eu un article de BFM qui disait, voilà, les vacances d'été trop longues pour 4 Français sur 10 doivent être-elles raccourcies 6 sur 10 trouvent qu'elles sont pas trop longues. Donc ce qui est marrant, c'est que pour une fois, on regarde que le 4 sur 10. On s'est aussi posé la question de refaire un nouveau jour de solidarité. Alors, c'est marrant parce que jour de solidarité, ça veut dire jour férié en moins. Mais il y a beaucoup de novlangues quand on veut re-augmenter le temps de travail. Par exemple, on ne dit pas travail de nuit, on dit travail en soirée. Ou alors, sur le dimanche, ce que disait Yann Brossat, voilà, on parle extension du travail dominical et jamais de restriction du repos dominical, etc. De toute façon, l'enjeu, c'est d'imposer donc une augmentation du temps de travail, ou plutôt le sacro-saint flexibilité, mais au bout du compte, complètement à rebours des rythmes de vie des gens. Toujours pour ne jamais dire que la solution, si on veut que les gens consomment plus, faut que le pouvoir d'achat augmente, donc il faut que les salaires augmentent, déjà et d'une, et que par ailleurs, vu les enjeux écologiques, ce serait peut-être aussi une bonne idée d'arrêter de dire que le but, c'est de consommer toujours plus, même le dimanche. Merci Mathilde, magistrale comme d'habitude. Alors maintenant, sur le travail du dimanche, si BFM vous invite, vous n'aurez plus aucune excuse pour refuser l'invitation.